à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Au sommaire aujourd'hui, Bien dans son job, comment alléger sa charge mentale, on va en parler avec Adrien Chignard, psychologue du travail, fondateur de Sens et Cohérence, il est notre invité. Et dans Smart et Réglo, on parlera des congés payés. Bah oui, les vacances approchent, on va faire le point comment ça marche, vous allez le voir, c'est très complexe. On en parlera avec Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berilo. Puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Alexandre Jost, il est le fondateur et délégué général de la fabrique Spinoza. Où se situe le bonheur dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise doit créer du bonheur? On en parlera dans quelques instants. En tout cas, on va parler du bonheur. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Réponse avec Alexandre Jost. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, et si le télétravail devenait un enjeu de recrutement? On en parlera avec Julien Morisson, le cofondateur du cabinet Chasseur de Job et des années folles. Voilà le programme. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, et on va parler d'un sujet, pour être bien dans son job, il faut alléger sa charge mentale, parce que sinon, évidemment, à la fin, on explose. On en parle avec Adrien Chignard. Bonjour Adrien. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Vous étiez venu il y a quelques semaines faire un débat ici sur ce plateau, psychologue du travail, fondateur de Sens et Cohérence, et auteur de ce livre dont on avait parlé, et qui nous a évidemment fait sourire, parce que c'est le nom de notre rubrique, Bien dans son job, les 25 astuces de psy pour justement éviter d'aller le voir. Et là, vous nous parlez de... Alors, c'est un vrai concept que vous allez développer, la manière dont on peut alléger sa charge mentale, et vous allez encore plus loin parce que vous nous dites on peut le faire en 50 minutes. D'abord, un mot, la charge mentale, c'est quoi exactement, selon votre définition? En fait, la charge mentale, c'est la façon dont vous devez intégrer l'information qui vous arrive. On vit dans un monde qui est plein d'informations. Comment vous intégrez l'information, comment vous la traitez pour prendre des décisions éclairées. Et en situation de travail, c'est ce dont il s'agit, de prendre des décisions éclairées pour pérenniser la vie de l'entreprise. Alors, 50 minutes, c'est audacieux, c'est un punchline commercial où on peut vraiment alléger sa charge mentale en 50 minutes. Comment on fait? Les deux sont compatibles. On peut avoir des punchlines commerciales et faire en sorte que les choses soient efficaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il est possible techniquement de remodeler sa façon de traiter l'information, son rapport au travail, ses modes de fonctionnement, pour vivre avec une charge mentale qui est supportable. Il ne s'agit pas de la supprimer. La charge mentale, c'est le traitement de l'information qui nous permet de vivre la charge mentale zéro. C'est l'électroencéphalogramme plat et je ne le souhaite à personne. L'idée, c'est de faire en sorte justement d'avoir une charge mentale suffisamment saine pour pouvoir avancer et cheminer au travail. Alors la charge mentale, elle est souvent traitée lorsqu'on parle de femmes qui à la fois doivent gérer leur vie personnelle, leurs enfants, parfois même des femmes qui aident un proche et puis leur tâches professionnelles. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la charge mentale sans avoir tous ces sujets périphériques. La charge mentale au travail, elle est souvent très très lourde. La charge mentale est très très lourde. On vit aujourd'hui, et on le sait depuis les années 80, une mentalisation de l'activité. Aujourd'hui, ces nouvelles technologies de l'information et de l'activité, de la communication, font qu'on est constamment en train de scroller frénétiquement nos téléphones. On a des mails, les Snap, les TikTok, les LinkedIn. Une multitude de sources, en fait. Exactement. On a une multitude de sources informationnelles qui viennent saturer les facultés du cerveau à traiter de l'information. Et comme on a des trop petits cerveaux pour traiter l'intégralité des informations qui abondent dans ce monde, notre cerveau doit faire des choix. Et pas toujours des choix heureux. Ça veut dire qu'on est surchargé, il y a un effet entonnoir. Et parfois, on prend la mauvaise décision. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas justement le recul nécessaire. C'est quoi le conseil amont? Parce que je sens quand même que dans votre réflexion, il y a un vrai travail en amont à mener. En fait, il y a un travail amont à mener pour comprendre qu'effectivement, on a un effet de surcharge mentale. À un moment, si vous voulez, le vase va déborder. Et il s'agit de savoir faire attention à ce qu'on appelle des processus cognitifs. En fait, pour faire simple, ce sont deux mécanismes du cerveau qui sont à la fois notre attention et la façon dont elle va se focaliser dans la journée, et notre mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à jouer avec les informations pour bien les trier, bien les hiérarchiser, et donc, derrière, arbitrer. Et puis ensuite, mieux s'organiser, parce que c'est un élément qui est important. C'est vrai que la charge mentale, c'est aussi parfois des choses qui s'empilent, il y a un désordre mental qui fait qu'à la fin, on ne prend pas non plus la bonne décision. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, couper, découper, distribuer et déconnecter. Couper, c'est la meilleure façon, on va dire, d'arrêter d'avoir envie de manger des chocolats, c'est de plus en acheter. Et donc, c'est de couper, si vous voulez, la stimulation à la source. Et c'est lorsqu'on a une activité qui est complexe, qui nécessite de la concentration, par exemple, de couper l'intégralité de sa boîte mail, de son téléphone, de ses notifications, parce qu'à chaque fois que votre attention est perturbée, on sait qu'un manager français, il est perturbé en moyenne toutes les 6-7 minutes dans son travail et qu'il lui faut à chaque fois 60 secondes pour se reconnecter. Imaginez la perte de valeur que ça crée pour une entreprise et le nombre d'erreurs que ça va produire.
Donc la première chose très concrète que vous nous dites, c'est qu'on laisse de côté son téléphone, on le met en silencieux lorsqu'on veut se concentrer et j'ai même envie de dire lorsqu'on veut construire un échange avec un collaborateur, parce qu'on va parler des managers, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui vous parle et qui en même temps envoie un mail, réécrit, enfin, c'est extrêmement déstabilisant. En fait, ça génère et ça nous permet d'avoir ce qu'on a presque tous perdu, ce qu'on appelle de la présence cognitive. La présence cognitive, c'est que vous êtes dans l'ici et maintenant. En vous parlant, aujourd'hui, j'ai laissé mon téléphone dehors, ma montre n'est pas une montre déconnectée, je suis 100% attentif à notre échange, ce qui nous permet... Elle est connectée, votre montre? Elle n'est justement pas connectée, c'est une montre non connectée qui me permet effectivement d'éviter les perturbations dans mon travail. Et vous avez dit quelque chose qui est important, c'est la façon de découper son activité. Aujourd'hui, on se rend compte, on a une étude récente qui met en lumière que penser à une tâche lourde qu'on a à faire consomme la même puissance de feu du cerveau que de la réaliser. Ce qui est un truc de fou quand même. Penser à quelque chose, c'est la même puissance du cerveau que de le réaliser. Donc arrêtez les post-it, ou alors utilisez les post-it pour la liste des courses le samedi, et simplement faites quelque chose de très simple. Si vous voulez décharger votre esprit, prévoyez dans votre agenda des temps pour mener à bien la tâche. Il ne suffit pas de la faire, il s'agit simplement de s'assurer qu'elle rentrera dans le temps imparti, et ça y est. La charge mentale disparaît. Oui, ça c'est vraiment le psychologue qui s'exprime, c'est vraiment intéressant. C'est le fait que déjà on anticipe la difficulté et la lourdeur de la tâche qui va vous dire cramer une partie de notre énergie. Donc en fait ça on le met de côté, exactement. On l'insère dans un emploi du temps structuré et on sait que ça sera jouable, donc il n'y a pas d'angoisse à avoir, c'est un peu cela. C'est exactement pour arriver ça. À l'événement, quoi. C'est que, si vous voulez, la masse n'est pas une menace si elle est distribuée. Et ça, c'est quelque chose d'important, je pense, à avoir à l'esprit. Imaginons, moi je fais des conférences dans les plus grandes entreprises de France, l'idée c'est de distribuer un petit peu les activités. Par exemple, si vous faisiez une conférence devant une collectivité de bûcherons, je leur dirais, bah écoutez, pour la pause de midi, faites-vous un bon gros tableur Excel. C'est-à-dire, faites travailler d'autres facultés cognitives que celles que vous faites travailler au quotidien. Pas simple, l'Excel dans la forêt. C'est un peu compliqué, je veux bien le reconnaître. Mais ce que je veux dire, c'est que pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des fonctions qui nécessitent d'être assis derrière un ordinateur, eh bien, le midi, faites une pause, sortez tout simplement pour faire travailler d'autres neurones, d'autres sphères du cerveau d'un point de vue neurocognitif que ce que vous faites au quotidien. Et ça nous apporte quoi ? Quelque chose de dingue quand même. On a réussi à prouver, c'est une étude qui est sortie il y a environ 3 semaines, Attention Restoration Theory, qui met en lumière que celles et ceux qui réussissent à faire une pause, aller marcher, un small talk avec les collègues et quoi que ce soit en bord de Seine ou à la campagne par exemple, à côté du bureau, qu'est-ce que ça nous fait gagner ? Un regain de ce que nous on appelle des fonctions exécutives ou cognitives supérieures. Pour faire simple, c'est les fonctions qui permettent de prendre les décisions les plus complexes. En gros, la pause du midi, c'est ce qui vous permet d'être plus performant dans l'après-midi. Et quand on coach des sportifs de haut niveau, qu'est-ce qu'on leur dit, nous les psys ? Bah, le repos fait partie de l'entraînement. Séance d'entraînement difficile, bon repas, repos, puis ensuite on reprend une séance d'entraînement. Ça veut dire que vous comparez les managers à des sportifs de haut niveau et que finalement ils devraient aussi s'imposer une forme d'hygiène, d'organisation, presque une hygiène de vie, c'est ça que vous nous dites ? Mais parce qu'en fait, pour le cerveau, sans hygiène mentale, sans hygiène du cerveau, il n'est pas possible de performer dans la durée. Celles et ceux qui ont une vision, on va dire, uniquement centrée sur du présentéisme ou une durée du travail n'ont rien compris à ce qu'on appelle la chronopsychologie, c'est-à-dire les cycles attentionnels de l'être humain. Si vous ne valorisez que les heures de présence, vous finissez par détruire de la valeur. Il ne s'agit pas d'être présent longtemps, il s'agit, quand on est là, d'être performant et d'être puissant d'un point de vue du cerveau. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, ces managers, ces décideurs que vous rencontrez en conférence et vous dites, mais attendez, vous êtes psychologue, vous avez le temps de penser dans votre bureau, mais nous, on est dans l'opérationnel, on bosse. Vous l'avez forcément eu, ça. Je l'ai souvent. Moi, la chance que j'ai, c'est que je dirige un cabinet de conseil, j'ai 16 collaboratrices et collaborateurs, et moi-même, je manage, si vous voulez. À titre personnel, on n'est pas là pour parler de moi, mais moi, je m'impose 10 000 pas par jour. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, quand même, moi, je m'impose tous les midis. Vous me faites peur. Je m'impose tous les midis depuis 9 ans, 10 000 pas en bord de Seine, justement pour pouvoir avoir le temps de prendre des décisions éclairées. Je ne gère que le pire. Je suis psychologue spécialisé dans les risques psychosociaux. Je gère les harcèlements, les violences, les agressions, toutes les situations les pires. Pour faire mon travail correctement, j'ai besoin de souffler le froid sur le chaud. Le monde est chaud, il faut que mon cerveau soit froid et donc je lui permette de ralentir de temps en temps. Autre chose que moi je trouve très pratique et que des grandes entreprises ont mis en place, moi je conseille par exemple Danone, ils l'ont mis dans leur accord, donc je ne trahis rien en disant ça, ils ont décidé pour certains de mettre en place ce qu'on appelle le vendredi après-midi libéré, le Free My Friday, et ce Free My Friday c'est de se dire le vendredi après-midi on coupe les mails, les téléphones, les réunions. En fait, on permet à nos collaboratrices et nos collaborateurs d'avoir 3-4 heures de concentration durable, de vigilance sans être coupés. Et bien ça permet de partir le vendredi soir en week-end avec le sentiment d'un travail terminé, bien fait, et donc une charge mentale allégée. Adrien, vous faites référence à un sujet dont on parle souvent ici à travers une invitée, c'est la manière dont on décide. Puisque finalement, le travail d'accompagnement que vous faites, c'est prendre la bonne décision. C'est finalement ça. Et
ce que vous nous dites en creux, c'est que parfois on prend la mauvaise décision et qu'elle a des conséquences dramatiques. C'est bien ça le danger de Exactement. tout ça. La finalité de tout ça, c'est prendre la mauvaise décision, le mauvais mot, et qui ensuite a des conséquences dramatiques. C'est exactement ça. On le sait, un célèbre auteur avait écrit un livre sur les décisions absurdes. En fait, c'est très simple à comprendre. On a tellement d'infos à traiter que notre cerveau ne peut pas tout faire, sauf qu'on est obligé d'avancer. Dans une entreprise, vous êtes obligé d'acter, de décider, surtout quand vous êtes une entreprise cotée, où on attend de vous des résultats rapides et des horizons temporels qui sont courts. Eh bien, notre cerveau, qu'est-ce qu'il met en place? Il met en place ce qu'on appelle des heuristiques. En gros, ce sont des biais cognitifs, des shortcuts, des petits raccourcis. C'est pratique, ça permet d'aller vite. Mais bien souvent, c'est faux. C'est le principe du stéréotype. Regarder le monde avec des stéréotypes, c'est plus simple, mais c'est faux. 50 minutes pour boucler notre échange passionnant. C'est quoi? C'est des conseils pratiques en 50 minutes qui permettent de bien réorganiser, de poser le jeu? En fait, c'est 8 conseils pratiques pour les collaborateurs et pour les managers qui permettent, dès qu'on finit, entre guillemets, cette conférence ou ce temps d'échange, de passer à l'action. Moi, j'ai été éduqué par des Américains qui m'ont toujours dit le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Commençons dès maintenant. Commençons dès maintenant. Merci Adrien Chignard. Je rappelle alors votre livre, Bien dans son job, je ne me lasse pas de le répéter, les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir. Et puis vous êtes psychologue du travail, fondateur de Sens et Cohérence, et vous accompagnez des entreprises et des salariés, si j'ai bien compris, en situation de difficulté. D'où l'importance, on vous le redit, avant de prendre une grande décision ou d'avoir des échanges compliqués, soufflez un peu. Allez vous aérer le cerveau, pour le dire simplement, de manière à pouvoir mieux vous concentrer ensuite, ce qui semble être effectivement assez logique, mais qu'on ne fait pas. Merci Adrien de nous avoir rendu visite. Tiens, on va parler des vacances, ça va peut-être faire du bien, c'est peut-être l'occasion de s'aérer un peu le cerveau. On en parle cette fois-ci sous l'angle juridique dans Smart et Réglo. On va parler des congés payés. Est-ce que vous pensez aux vacances? On va parler des congés payés. Bah oui, c'est important dans Smart et Réglo avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour. Avocat en droit social, cabinet Berilo. Les vacances approchent et évidemment, on va voir les services RH, Étienne. Donc c'est quand même le thème de saison. Alors ça paraît simple, mais j'ai jamais vu un truc aussi compliqué que les congés payés. Alors, il y a peut-être la durée du travail qui est plus compliquée. Peut-être le code du travail aussi. Mais c'est vrai que la prise, et l'acquisition et la prise de congés payés, c'est quand même un sacré morceau. Ouais. Ça marche comment? Alors, schématiquement, pour essayer de faire simple pour vos téléspectateurs, il y a deux périodes. Une période où on acquiert des congés et une période où on va les prendre. On ne peut normalement pas prendre des congés avant de les avoir acquis, sauf à les prendre par anticipation ou en prendre du sans solde. Donc, ces deux périodes-là sont clairement distinctes. La première période d'acquisition, elle part d'une année N, typiquement 2021. Elle a commencé le 1er juin 2021, elle s'est terminée le 31 mai 2022. Et donc, ces congés payés qu'on a acquis l'année dernière, on va pouvoir les prendre à compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 31 mai 2023. Alors, pas à pas, on va essayer de décrypter juridiquement, c'est un petit cours de droit ce matin, la différence entre les jours ouvrés et les jours ouvrables. Exactement. Alors, il y a deux modes de comptabilisation et d'acquisition des jours de congés payés et donc de prise des congés payés. Le mode le plus classique, celui qui est prévu par le Code du travail, c'est l'acquisition de jours ouvrables. C'est-à-dire, les jours ouvrables, c'est quoi? C'est les jours où l'entreprise est censée être ouverte la semaine, c'est-à-dire qu'on exclut uniquement les dimanches et les jours fériés. D'accord. Du lundi au vendredi, pour faire ça. C'est du lundi. Alors, non, les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi, en fait. Samedi. Oui. Ah, voyez, ça se complique. Mais oui, c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc ça va jusqu'au samedi parce que il n'y a que le dimanche qui est un jour où l'entreprise est censée être fermée, sauf dérogation avec l'inspection du travail. Donc ça, c'est 6 jours, et donc 6 x 5, 30, on acquiert 30 jours de congés payés au cours de l'année. D'accord. L'autre mode de prise d'acquisition et de prise des jours de congés payés, c'est les jours ouvrés. Et là, effectivement, c'est du lundi au vendredi. Ce sont les jours ouvrés, c'est les jours où l'entreprise est ouverte. D'accord. Donc le week-end, normalement, on ne travaille pas dans l'entreprise. Donc le samedi et le dimanche, c'est fermé. On a compris la différence, mais est-ce qu'elle a une incidence sur les nombres de jours de congés que je vais acquérir? Exactement, mais oui, tout à fait, parce qu'on va acquérir 30 jours ouvrables, donc 2,5 jours par mois fois 12 jours, soit 12 mois, ça fait 30 jours. Et ça, c'est légal, c'est la base légale. C'est la loi, et par exception, on peut comptabiliser en jours ouvrés, et là, on ne va acquérir que 25 jours. Mais d'un autre côté, qu'on ne compte pas les samedis, ça va changer la donne. Je vous donne un exemple pour essayer de rendre les choses un peu plus claires. Ça commence un peu à fumer dans ma tête, là. Désolé. Typiquement, quand vous comptabilisez en jours ouvrables, donc du lundi au samedi, si vous partez en vacances une semaine, du lundi au vendredi la semaine prochaine par exemple, eh bien vous allez comptabiliser les jours pris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Vous prenez 6 jours. Si vous partez en vacances du vendredi au lundi suivant, vous allez comptabiliser le vendredi, le samedi, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi suivant. C'est-à-dire que vous allez prendre 8 jours et non pas 6 jours.
Donc, vous voyez la différence? Alors que si vous êtes en jour ouvré, vous avez calculé que le vendredi et ensuite du lundi au vendredi de la semaine suivante. Il y a une vraie mécanique, des vrais calculs mathématiques pour tout cela et c'est ce qui rend les choses assez compliquées. Alors, ça, on l'a tous vécu, j'imagine, quand on a été salarié en tout cas, il faut les prendre ensuite, ces congés. Oui. Et là, ça devient plus touchy parce que parfois, on ne peut pas les prendre. Parfois, on ne peut pas les prendre et on l'a notamment beaucoup vu avec la pandémie où les gens étaient en activité partielle totale, c'est-à-dire ne travaillez pas, mais le principe est que même si vous ne travaillez pas, vous acquérez des droits à congé. Typiquement, les femmes qui partent en congé maternité... Ça tombe, hein, ces jours ça tombent. continue, c'est exactement. Les femmes qui partent en congé maternité, pendant toute la durée de leur congé, elles continuent à acquérir des droits alors qu'elles ne travaillent pas. Donc elles ont accolé ensuite des congés et ça fait une durée qui peut être assez longue. Donc par exception, on peut les reporter d'une année suivante. Mais le principe, c'est on doit les utiliser au cours de l'année N+1 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Si on ne peut pas les prendre, normalement, ils sont perdus. Et on l'a vu donc ou avec la pandémie. Excusez-moi. Alors, non, ils sont perdus. Ils ne sont payés qu'au moment de la fin de la relation contractuelle. Donc, quand on démissionne, quand il y a une rupture de contrat, on paye les jours de congé. Alors, il est tout à fait possible de prévoir soit une indemnisation pour les BC, soit un report. C'est ce qu'on a beaucoup fait, un report sur le trimestre suivant ou sur le semestre suivant. Donc ça reste légal. Voilà, ça reste légal, mais il faut un accord quand même. Il faut que ça soit validé par la direction. Ça ne peut pas être imposé ni par le collaborateur, ni par l'employeur. On va rentrer dans les questions pratiques. Je mets de côté les 35 heures, parce que quand les 35 heures sont arrivées, elles sont maintenant entrées dans les mœurs. On avait donc 30 jours de congés payés légaux, ça c'est le droit du travail. Mais venez s'additionner aussi, et c'est là où ça devenait compliqué pour les salariés, des jours de RTT. Les jours de RTT, exactement. Et typiquement, pour reprendre l'exemple dont je parlais tout à l'heure, pour éviter d'avoir à poser 8 jours de congés payés, on posait le vendredi en RTT de manière à ne prendre que 6 jours de congés payés la semaine suivante. C'est éviter de consommer 2 jours en trop. Mais effectivement, c'est bien se rajouter aux jours off, aux jours de repos du collaborateur. Étienne, l'enveloppe des RTT, on a compris que c'était 30 jours, ça c'est classique, c'est les 5 semaines de congés payés, ça a été négocié, validé, et c'est dans la loi. Les RTT, ça va de combien à combien? Ça peut aller de combien à combien? Alors, généralement, ça va jusqu'à 11-12 jours de RTT. En fait, c'est fonction de la durée du travail, puisque le jour de RTT, c'est une rémunération en non-espèces d'heures supplémentaires réalisées. Donc si vous faites 37 heures 30 ou si vous faites 39 heures, vous acquérez des jours de repos qui viennent compenser le fait que vous travaillez plus que 35 heures. Vous avez tout à fait raison. Alors, des questions pratiques, parce que ça, c'est des questions qu'on pose aux avocats, souvent même en téléphone, en hotline. Est-ce que j'ai le droit de prendre mes 5 semaines de congés payés en bloc? Alors, c'est effectivement des questions que l'on est confronté, notamment avec l'été qui arrive et des gens qui n'ont pas pu voir leur famille pendant longtemps à cause des restrictions. En fait, normalement, non. On doit prendre son congé principal de 4 semaines maximum, donc 24 jours. Il y a des exceptions, par exemple, quand on a de la famille qui réside à l'étranger ou avec l'accord de l'employeur. Typiquement, beaucoup d'ultramarins prennent leurs 5 semaines pour pouvoir, vu la durée du trajet, pour aller dans la famille pendant les congés estivaux. Mais ça se fait avec accord de l'employeur. Outre-mer, par exemple. Exactement. Ça se passe. Mais normalement, le principe, c'est on prend maximum 4 semaines d'affilée l'été, donc en période du 1er mai au 31 octobre. Globalement, il y a encore, je pose une question tout à fait naïve, mais est-ce qu'il y a encore des entreprises qui sont qu'à 30 jours de congés payés? Alors, les entreprises qui sont à 30 jours, c'est je dirais, la majorité, puisque c'est vraiment les jours ouvrés à 25 sont vraiment l'exception. Après, en matière opérationnelle, oui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont qu'à 30 jours, mais les grands groupes et beaucoup de grandes entreprises, ou ceux qui sont soumis à des conventions collectives qui prévoient des jours complémentaires, sont au-delà de 5 semaines de congés payés. Oui. D'accord, donc une grande majorité quand même sont au-delà des 5 semaines de congés payés. Notamment dans les grands groupes. Les petits, non, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre non plus d'avoir des salariés trop souvent absents. Mais dans les grands groupes, il y a des jours qui ont été accordés. Et puis quand on dépasse la durée du travail, vous avez raison, ce ne sont pas des congés payés, ce sont des jours de RTT, mais on a plus de jours de repos. Oui. Donc plus de jours de repos qu'on n'appelle pas des jours de congés. Congés payés, non, le régime est différent. Mais pour le salarié, c'est quand même considéré comme un jour de congé, c'est-à-dire que c'est un jour où vous n'avez pas au travail. Et d'ailleurs, on a beaucoup de questions aussi sur les forfaits jours, parce que comme c'est une mécanique inverse, puisqu'on part des 365 jours annuels, et puis après on déduit les samedis, les dimanches, les jours fériés, et les 5 semaines de congés payés pour laisser une résultante entre 10 et 12 jours de repos. La mécanique est inversée et souvent les gens associent ces jours-là aux jours de congés payés. Quelques sujets auxquels vous êtes confrontés, parce que ça c'est en période de mer calme, mais il y a aussi les périodes de rupture de contrat, de préavis, et tout ça doit se calculer. Il y a souvent des litiges sur cette question. Tout à fait, et c'est là que le bas blesse, ou en tout cas que des questions sont posées, que nous sommes sollicités. Typiquement, je prends mes congés alors que je suis en préavis ou je tombe malade.
Schématiquement, si on tombe malade pendant ces congés, ça n'a pas d'impact sur les congés. Ça ne fait pas décaler les congés. Si vous cassez la cheville en faisant du scooter l'été sur les chemins de Sicile, vous allez quand même prendre vos congés et vous n'allez pas avoir un arrêt maladie qui va venir se rajouter au congé. L'arrêt maladie s'insère dans les congés. À l'intérieur des congés. Exactement. En revanche, si vous tombez malade avant de partir en congé, alors que les congés étaient posés, là, la période du congé est décalée de la fin du... Ça veut dire que j'ai un arrêt maladie de 8 jours et j'allais partir le lendemain en congé. Mes congés démarreront qu'à la fin de mon arrêt maladie. Oui. Et donc, ça décale d'une semaine mon retour dans l'entreprise, on est d'accord. Soit on revient le jour prévu, parce qu'en termes d'organisation, c'était obligatoire, et auquel cas, ces congés-là qu'on n'a pas pu prendre parce qu'on était malade, on les utilise à un autre moment, soit effectivement, on les accole et on revient plus tard. Après, il y a des cas de figure où la rupture se fait pendant les vacances. Oui, alors ça, effectivement... Ça, c'est une bêtise. Alors, humainement, c'est pas très bon. Maintenant, quand on est confronté à des fautes graves ou à ce genre de situation, on peut pas faire autrement parce qu'on est enserré dans des délais en tant qu'employeur. Mais typiquement, la notification du licenciement qui intervient pendant les congés, le point de départ du préavis, c'est la fin du congé. Quand on est, en revanche, le préavis a déjà commencé et qu'on avait posé ces congés et qui tombent au milieu là, du coup, le délai du préavis est différé après le congé. Il nous reste très peu de temps, mais est-ce que vous, l'avocat, le spécialiste du sujet, vous dites qu'il faut un jour ou l'autre simplifier tout cela, ou ça vous convient, vous, en tant que praticien ? Non, il y a une principale mesure à simplifier, mais ça, on peut le faire par accord d'entreprise. C'est ce que je fais, ce que je recommande, et mes clients, heureusement, me suivent assez régulièrement. C'est de décaler les prises, les périodes de prise. 1er juin, 31 mai, qui n'est pas très cohérent, notamment pour les forfaits jours. Pour la ligne, les civils, ça évite des cauchemars. Janvier-décembre. Évidemment. Bien sûr. Pour les DRH, c'est un cauchemar de juguler la question de l'acquisition et de la prise des congés sur une période qui n'est pas la même que l'année civile pour typiquement les jours de RTT. Ça m'a toujours fait halluciner de devoir prendre ses vacances. On a jusqu'au 31 pour déposer les congés. Enfin, ça reste un casse-tête. Et autre sujet aussi, c'est peut-être la possibilité plus simple de prendre plus rapidement des jours qu'on acquiert, un peu comme on le fait pour le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il y a plus de décalage d'un an. Ça évite d'avoir aussi cette mécanique. Et on n'a plus le temps, mais on pourrait parler aussi du compte épargne-temps, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui disent « moi j'ai plein d'heures et de jours et il faudrait me les payer. L'employeur dit non, je ne les paye pas. Vous les prenez, point barre. » Et puis on parlera de l'indemnité peut-être la prochaine fois. Ah oui, alors ça aussi c'est un casse-tête. L'indemnité des congés payés, on reste dans le casse-tête, mais on va le garder pour la prochaine fois. Allez, d'accord. Merci Étienne Pujol d'être venu nous rendre visite, cabinet Berilo, avocat spécialiste, vous l'aurez compris, en droit du travail. On fait une courte pause. Le cercle RH et un grand entretien pour parler alors d'un sujet qui nous tient tous très à cœur, évidemment, parce qu'on court après chaque jour le bonheur. Pas le bonheur uniquement dans nos cœurs ou dans nos familles, mais le bonheur dans la société et plus précisément en entreprise. On va parler évidemment de ce concept qui est d'ailleurs bien plus qu'un concept, parce qu'il y a des organisations qui implémentent cette idée du bonheur, de l'altruisme, de la bienveillance, et on va en parler avec Alexandre Josse. Bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes déjà venu nous rendre visite, fondateur délégué général de la Fabrique Spinoza. Alors, vous venez souvent nous parler de vos études, vous êtes venu d'ailleurs avec un travail là, sur la santé positive, mais quand même quelques mots sur vous, parce que derrière cette Fabrique Spinoza et toutes les structures, on va en parler, emboîtées les unes dans les autres, avec les bénévoles, avec les associations, les entreprises, on ne sait pas trop qui vous êtes, et quand on regarde votre parcours, centralien, Berkeley, je veux dire, vous aviez globalement, et puis une partie de début de carrière toute tracée. Bon, vous étiez parti pour avoir un très très haut poste dans une très très grande entreprise du CAC 40. Moi, je me demande, à quel moment le train a déraillé ? À quel moment vous avez changé de route ? Pour la fin de l'histoire éclaire le début. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, 45 ans demain d'ailleurs. Il y a beaucoup d'anniversaires là. Et je suis marié, amoureux, j'ai deux beaux enfants et je suis quelqu'un de joyeux. Et c'est ça qui, il y a 20 ans, m'a donné envie d'explorer autre chose. J'avais des déséquilibres neurochimiques positifs où tout d'un coup, je me mettais à avoir chaud et à être très heureux, très joyeux, et ça m'a donné envie de comprendre pourquoi.
Donc j'ai commencé à organiser des dîners avec des amis, avec des experts du bonheur, des sociologues, des sexologues, des maîtres de méditation, des statisticiens. Là, vous commencez à changer de route, là. Oui, des neuro... Non, c'est vraiment amical, 25 copains qui se retrouvent. Oh, mais c'est le début, là. C'est le début de... Ça. Et puis à un moment, je me dis, mais en fait, il y a une science du bonheur qui est absolument fascinante. Et il faut la faire atterrir à un endroit où elle peut avoir un impact auprès des décideurs économiques, politiques et des décideurs de leur vie, qui sont les citoyens. C'est là que je crée la Fabrique Spinoza, en me disant que, il y a une manière d'examiner les grands sujets de notre monde de manière plus enthousiasmante. Si on interroge, le monde, l'économie à l'aune du bonheur, on produit une réflexion différente. Alors, un petit passage chez Mars. Bon, là, je ne sais pas si vous aviez des bouffées de chaleur, de bonheur. Bon, c'est là que je les avais. Ah, c'est là que vous les aviez. Devant des fichiers Excel, sans aucune raison. Et là, vous aviez quoi? C'était des bouffées d'angoisse ou des bouffées de bonheur? Non, sans aucune bipolarité. C'est simplement, je me suis demandé qu'est-ce qui, dans la vie d'un individu, inséré dans une organisation et plus largement dans une société, pouvait susciter de la joie et plus largement du sens. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que vous entamez ce que vous venez de nous raconter, c'est-à-dire une réflexion d'abord personnelle, puis ensuite vous vous jetez pour créer cette fabrique Spinoza. Et puis vous participez au rapport Attali 2 sur l'économie positive. Oui. J'ai vu que récemment, là, vous êtes rentré au comité de management du MEDEF. Oui, innovation managériale sociale du MEDEF. Là aussi, on a le sentiment chez vous que non pas que vous cherchiez à imposer votre idée du bonheur, mais que vous dites je veux que cette idée percole, soit diffusée. C'est ça votre idée? Moi, je suis persuadé que les mots sont des passerelles plutôt que des murs. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de tendre la main avec des termes qui sont enthousiasmants. Et pour parler de la commission Attali 2, ce qui m'a donné envie d'en faire partie, c'est l'équilibre entre l'institutionnel et le punk. C'est se Clairement. Dire d'un côté... L'altruisme dans l'économie. Oui, c'est ça. On avait le chef d'état-major de l'armée de l'air qui était membre de la commission, Henri Lachmann, etc. Et puis, Schneider, Lachmann. C'est ça. Ouais. Voilà. Et en même temps, la possibilité de déployer une idée sur une économie fondée sur l'altruisme. Et pour donner un exemple du caractère non éthéré de la chose, c'est que, je cite souvent cet exemple, si on demande à des gens de jouer à un jeu de gestion de forêt, et qu'un premier groupe, on leur dit ce jeu s'appelle Wall Street, le deuxième groupe, on leur dit ce jeu s'appelle le jeu de la communauté, dans le deuxième cas, 2 fois plus de joueurs coopèrent entre eux. On n'a rien changé, ni le plateau, ni les règles. Juste par le mot. Juste par le mot. Et c'est pour moi ça l'illustration du fait que le cadre crée le comportement. En d'autres termes, parler de l'économie de l'altruisme ou d'économie positive, ça paraît surprenant, mais il y a des effets autoréalisateurs. Et puis là, quand même, une des propositions résultant de cette commission, c'est quand même en avant-garde 5 ou 7 années plus tôt, c'est de penser le concept d'entreprise à mission et de transformer l'article 2, article 33, alinéa 2 du Code civil définissant l'entreprise. Donc, je pense que des termes aussi inattendus que le bonheur sont susceptibles de réenchanter notre monde et la manière dont on envisage les thèmes de société. Donc vous contribuez à votre manière, à travers vos actions, à transformer finalement ou même à révolutionner l'entreprise de l'intérieur. Parce que c'est un peu ça, quand vous dites punk, il y a chez vous une forme de radicalité joyeuse. Oui, tout en étant un passeur. Je pense qu'on a toujours son histoire personnelle. Moi, je suis très docile parce que j'ai pas pu faire ma crise adolescente. Ouais, vous êtes en plein dedans, quoi. Et en même temps, je sens beaucoup de liberté et je pense que le ton est important autant que le contenu. Et arriver dans une entreprise en ayant du contenu scientifique solide, robuste et en même temps une liberté de ton un peu joyeuse, c'est comme ça qu'on donne envie aux individus et aux organisations de se transformer. Alors, vous avez fait des travaux, le plus récent, c'est Santé Positive, vous l'avez avec vous, mais vous avez travaillé sur le télétravail, le Chief Happiness Officer. Ça, c'est des travaux que vous aviez rendus. Moi, je voulais vous poser une question, parce que vous avez un regard extrêmement panoramique, parce que vous parlez à travers l'Observatoire Spinoza aux décideurs politiques, aux citoyens. Vous avez l'action Spinoza sur les organisations qui veulent vous accompagner, vous implémenter, puis vous avez la communauté des passeurs, là c'est des citoyens. Concrètement, comment on a pu en arriver là? On est aujourd'hui dans un système, là, au moment où on se parle, où on a près de 5 millions de chômeurs, et on a 1 million d'emplois non pourvus, et avec des gens qui ne se parlent plus, c'est-à-dire des salariés qui disent « moi je ne veux plus rentrer dans l'entreprise », des entreprises qui disent « on aimerait bien vous avoir, mais on n'arrive pas à vous attraper ». C'est la conséquence de quoi cette situation? Moi je pense que
Ça sera d'ailleurs notre sujet d'étude en 2023. On l'appelle, qui va durer entre 6 mois, enfin 1 à 3 ans. C'est donc un sujet de préoccupation majeur pour vous? Tout à fait, et on l'a intitulé Territoire et mode de vie heureux. Et moi, mon diagnostic, il est simple, c'est que après 2 ans de pandémie, on a redessiné nos préférences et nos besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'on a goûté à autre chose, c'est qu'on a en profondeur transformé notre manière de voir le monde et nos aspirations. Et en conséquence, eh bien, le sens qui était sujet d'une fracture générationnelle entre les bons soldats comme moi et comme vous, génération X, et puis ceux d'avant, les nouveaux Y et Z qui... Moins bons soldats, enfin qui prennent du recul. Exactement, libres et avides de sens. Eh bien, cette fracture, elle s'est résorbée. On a tous aujourd'hui besoin de faire notre crise de sens. Et donc, s'être interrogé sur notre couple, nos enfants, notre ville, notre entreprise, notre place dans le monde, eh bien, Socrate nous dit, un homme connaît la valeur de sa vie au moment de mourir. Eh bien, aujourd'hui, on le fait maintenant. Et donc, la réconciliation difficile entre l'entreprise et l'individu, elle est notamment sur une vision différente de l'écologie et du sens. Et on en est là aujourd'hui, et c'est la réflexion que vous allez porter l'année prochaine, parce que c'est quand même, je trouve, un phénomène de société. Pour terminer sur ce point, est-ce que vous iriez jusqu'à dire finalement qu'à travers cette espèce d'examen de conscience à mi-parcours, Covid oblige, c'est aussi une remise en question de l'entreprise telle qu'on l'a connue au XXe siècle? Oui, j'en suis persuadé, tout en ayant du mal à faire la part des choses entre l'observation et le désir. Ouais, c'est ça. Vous voyez qu'il y a de la radicalité chez vous. Oui, et il me semble que la vision d'une entreprise qui est uniquement là pour faire du profit, aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Et qu'en conséquence, eh bien, on a l'obligation de réinjecter du sens ou de le susciter aux différentes étapes. Pour donner une idée, bon, c'est un peu tarte à la crème, et j'admire pas le garçon, mais Elon Musk, quand il présente le lancement de la Tesla Model 3, il prend 9% de son temps de discours pour expliquer le pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, on peut quand même se demander, quelle proportion du temps post-pandémie on passe à s'interroger sur notre sens. C'est vrai. Deuxièmement, la mettre en œuvre. Et puis le manager, lui, quelle est sa proportion de son temps. Et tout en évitant l'injonction qui serait trop lourde, que ça soit au manager de tout faire. Non, 63% des individus, d'après une enquête de Deloitte appelée Sens Interdit, rappellent que le sens est une co-émergence. Une co-émergence. D'accord. J'ai mélangé 2 chiffres. En fait, ils disent que c'est le rôle du manager prioritairement, mais ils sont 30% à dire que c'est une co-émergence. D'accord, parce que la proportion me semblait très importante. Oui. Juste un mot, parce qu'on va parler de la santé positive, puisqu'on a parlé de l'économie positive et de l'altruisme, et là, vous avez un document qui ressemble presque à un bottin sur la santé positive. Une œuvre d'art, une œuvre d'art. Alors, montrez-nous, parce que c'est un caducé, en fait. Je sais, oui, c'est un caducé pour rappeler que nos corps ont été maltraités. Et que la santé mentale tout autant que physique, comment va votre dos après être assis toute la journée sur une chaise ainsi? Eh bien, que finalement, le corps et les émotions ont besoin d'être replacés au centre dans une existence qui est bouleversée. Et si au moins on préservait cela, voilà. Alexandre Georges, je vais faire l'avocat du diable, mais Adam Smith, qui est cité d'ailleurs dans l'introduction du rapport sur l'économie positive de Attali, dont vous avez parlé, 2012. Alors, il est cité comme le théoricien du libéralisme, et il dit, mais attendez, un boucher ou un boulanger, il ne me donne pas ou ne me vend pas du pain par altruisme pour me faire plaisir et nourrir ma famille, il vend du pain, et c'est sa phrase exacte, pour son propre intérêt. Donc, il repose la base de l'économie capitaliste et libérale, qui est de dire, après tout, chacun voit son propre intérêt et va générer sa valeur en échangeant avec l'autre. Là, on est en train de repenser le modèle intégralement quand on pense le capitalisme sous une forme altruiste, bienveillante, où c'est d'abord le bien-être de l'homme qui doit être placé au centre. Je vous fais l'avocat du diable. Oui, bien sûr, mais dans un livre coécrit par Christophe André et Rebecca Shankland qui s'appelle « La puissance des liens » et qui parle de l'interdépendance, il y a une expérience qui est rapportée où une personne est face à une montagne assez pentue et doit évaluer l'angle de la montagne. Et lorsque une personne vient juste se poser à côté de celle-ci, eh bien l'angle estimé diminue. Et je pense qu'on est face, parce qu'il y a la présence de l'être humain, on est face à une montagne à gravir, en termes sanitaires un peu moins, en termes économiques un peu moins, mais en termes géopolitiques, en termes de sens, etc. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a une prise de conscience
plus ou moins forte de notre interdépendance. Vous pensez, nous pensons qu'on est le résultat de notre propre mérite. Jusqu'à l'oreiller sur lequel vous dormez, il a nécessité la collaboration de milliers de personnes. Et donc ce sentiment d'interdépendance, je pense qu'il est susceptible de transformer l'organisation, parce qu'on voit qu'on aide son collègue un jour, on est aidé le lendemain quand on est dans du nesting et qu'on arrive, ou du syndrome de cabane et qu'on n'arrive plus à sortir de chez soi. On s'aperçoit aussi que cet altruisme est générateur de performance collective. Donc le message le plus fort auquel je crois, c'est qu'il n'y a plus besoin de démontrer le paradoxe d'épanouissement et de performance, mais plutôt qu'on voit que des cercles vertueux s'alimentent. Et donc, on a un nouveau modèle d'entreprise, mais de société à imaginer. Mais encore une fois, ce qui est intéressant dans votre démarche, vous qui venez de l'entreprise, des grandes entreprises, on l'a évoqué tout à l'heure, et qui avez totalement changé de route, c'est quand même l'intérieur des hommes qu'il faut transformer. Ce n'est pas uniquement les organisations et les systèmes, parce que c'est la nature profonde de l'homme, non ? Enfin, c'est un vrai travail de chamboulement quand même. Non, mais je sais pas, organisation ou c'est l'homme qu'on change ? Je suis désolé de dire ça, mais si je devais choisir, ce serait l'homme. Ouais. Parce que de l'homme résulte le système. Hein. Bon, c'est une vision du monde, mais il y a quand même des organisations telles Imatech qui accordent un droit au coaching individuel, qui forment à la communication non violente, qui font découvrir les bienfaits de l'altruisme, parce que de cela se transforment les relations. Après, il faut aussi former des managers à un type de management qu'on appelle serviteur. Et puis, il faut qu'une organisation, elle rénove sa gouvernance, elle fasse appel à une transformation en entreprise à mission. Donc on a besoin, et enfin, on a besoin des pouvoirs publics. Nous, on est par exemple à soutenir l'idée que lorsque un individu devient cadre, eh bien, il doit être formé à la qualité de vie au travail. On défend l'idée que l'auto-évaluation de l'entreprise sur la QVT est nécessaire. On défend l'idée. Il y a déjà des outils quand même. On est aux prémices, mais il se passe des choses quand même. Oui, dans le dialogue social. Aujourd'hui, ça fait partie des négociations annuelles obligatoires. Exactement. Et peut-être les propositions les plus folles que l'on porte, ça serait de dire que à chaque stade de changement d'échelle d'une organisation, 10, 100, 1000 et ainsi de suite, le comité de direction devrait se former aux grands enjeux sociétaux sur un temps long qui est de l'ordre de la semaine. Et donc, en fait, il y a des crantages dans le développement des entreprises qui sont susceptibles de la faire bouger vers entreprise à mission au sens large. Mais c'est peut-être pas la fin du capitalisme, mais c'est peut-être la fin du capitalisme ultralibéral, puisque c'est peut-être ça que vous dénoncez. Parce qu'on découvre ici, sur ce plateau, beaucoup d'experts qui nous disent, mais de plus en plus, on externalise d'ailleurs les process. Il y a beaucoup plus de salariés qui veulent devenir des indépendants, c'était le titre qu'on découvre, c'est-à-dire les salariés rêvent d'ailleurs. Et l'ailleurs, c'est peut-être aussi l'indépendance. C'est aussi l'idée de ne plus être relié par un lien de subordination, mais d'être dans l'indépendance, l'artisanat, je dirais, presque du Moyen-Âge. On était des petits artisans et on travaillait pour une plus grosse structure. Est-ce qu'on ne va pas vers ça, finalement ? Un démantèlement des grandes entreprises ? Alors, oui, s'il n'y a pas un changement radical double de l'entreprise et de l'individu. Effectivement, je cite souvent une étude d'un assureur au centre du premier confinement en mars 2020 qui révèle que les individus se sont sentis plus libres, bien que confinés, que après ou avant le confinement. C'est incroyable ça. Le manager n'était plus sur leur dos. Bah ouais. Et de cela risque de résulter une vision d'intérim de l'entreprise. C'est ça. Là, c'est les tripes qui vont parler. Moi, j'ai très peur. J'ai très peur parce que je ne suis pas certain qu'on puisse contrebalancer ces liens sociaux de l'entreprise par des liens de proximité si les gens télétravaillent ou télétravaillent de proximité dans des tiers-lieux. Et pour utiliser des phrases un peu fortes qui sont surprenantes, je pense que l'entreprise est un lieu de mixité, j'allais presque dire républicain. Alors ça n'a pas de sens de dire ça, hein, c'est un lieu capitaliste l'entreprise, mais pour autant, on n'a plus tellement d'endroits dans un monde où le service militaire n'existe plus, où l'école perd sa mixité sociale, où on collabore, on coexiste avec des gens qui sont différents de soi. Et si on perd ça, est-ce qu'on va réussir, et je l'appelle de mes voeux, au pire, à construire une fraternité un vivre ensemble. Un vivre ensemble de proximité ou en ruralité. Et je terminerai là-dessus, sur ce point-là. On va travailler sur les territoires heureux et modes de vie heureux en 2023 parce que dans les analyses que j'ai lues,
eh bien, on interroge l'efficacité, on interroge la viabilité de l'entreprise, mais on n'interroge pas la qualité des relations humaines qui résultent localement. Mais on avait préparé un titre sur le télétravail qu'on découvre, la clé du bonheur. Alors, on a mis un point d'interrogation, mais là, vous me douchez un peu parce que je pensais que vous alliez développer l'idée que le télétravail était quand même un outil formidable en termes de réduction des émissions de CO2, en termes de capacité de pouvoir gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et vous me dites, je parle avec mes tripes et j'ai peur que ça casse la machine. C'est le verre à moitié vide, verre à moitié plein. Il y a eu du positif avec le télétravail tout de même, non ? En fait, à la fois, on a des arguments scientifiques qui sont que le lien humain est ce qui fait le sel de l'épanouissement. Ouais. Je citais avec vous, Arnaud, l'étude Grant, une fois, qui est la plus longue étude sur le bonheur et qui montre que ce qui rend la vie, c'est les liens humains. Mais je crois que je n'arrive pas à me détacher de la conviction qu'on a besoin d'être ensemble pour être bien et pour construire aussi. On ne fait pas une cathédrale en télétravail. Et même une cathédrale symbolique. Et vous savez, 70% des informations échangées dans une journée le sont de manière informelle, le sont de manière sérendipitaire. On en parle dans notre étude sur les nouveaux espaces de travail. Donc je n'arrive juste pas à imaginer ce nouveau mode d'existence tout en étant confronté à l'intérieur même de la Fabrique Spinza à des jeunes qui n'ont jamais connu que ça et qui ne comprennent pas que l'on puisse demander chez nous, on est à 4 jours de présence physique pour 1 jour de télétravail. Et donc je vois bien ce hiatus et je vois bien aussi cette expression qui m'a marqué aux États-Unis, le télétravail est le new sign-in bonus. Voilà, le bonus quand on rejoint l'entreprise. Mais peut-être qu'il y a un côté un peu paterniste, mais il me semble que, vous savez, il y a une phrase des économistes Stevenson et Wolfers dans un article qui s'appelle « Mal prédire son utilité future », qui est qu'on est des très mauvais prédicteurs de notre épanouissement à venir. En d'autres termes, d'après les neuroscientifiques, on fait du nexting, c'est-à-dire qu'on arrive à voir ce qui va arriver en continuité d'aujourd'hui, demain, mais on n'arrive pas à prédire les effets des ruptures. Et le télétravail, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Ouais. Et je pense que l'effet subjectif de travailler ailleurs, de mal voir ou peu voir ses collègues, on n'en apprend pas la profondeur sur notre constitution humaine. On n'a pas assez de recul, je suis entièrement d'accord, pour faire écho à votre rapport sur la santé positive. On n'a pas encore ce recul pour savoir si ça a impacté notre mental. Avant de nous quitter, parce que vous l'avez évoqué, vous avez travaillé sur le télétravail, mais vous avez aussi travaillé sur les espaces de travail. Oui. Alors ça, c'est un sujet qui vous tient très à cœur à la Fabrique Spinoza. Là aussi, qui reste dans l'esprit qu'il faut garder des espaces, mais évidemment, c'est plus les espaces qu'on a connus dans des box, avec des open space. C'est plutôt c'est quoi ? On crée une nouvelle forme de convivialité et donc on sauve l'entreprise de cette manière. Aujourd'hui, moi j'aime bien dire que le travail est historiquement un travail productif individuel, qu'il est passé ensuite à un stade collaboratif avec l'arrivée de l'informatique, puis à un stade ultra collaboratif probablement à l'aune du XXIe siècle. Et que là, on conserve cette ultra-collaboration, qui est que les individus dans des espaces de travail ont besoin de pouvoir trouver un lieu où se rassembler très rapidement à quelques mètres, sans avoir à réserver une salle de manière complexe. Et deuxièmement, à la quatrième ère, qui est l'ère de la convivialité, où les gens ne reviendront pas au travail si c'est pour être seuls, parce que le planning collectif du télétravail désaligne les présences physiques. Et du coup, notre prochain thème de travail, c'est le digital vertueux. S'interroger comment le digital, l'hybride et le digital peuvent être des forces positives. Notre sous-titre, c'est un digital qui apaise, développe et unit. En d'autres termes, comment est-ce que je convoque un digital qui, en télétravail, me permet de maintenir une empathie émotionnelle. Comment est-ce que sur site, j'ai la technologie, on parle de digital inclusif, non, intuitif. Comment est-ce que j'ai la technologie qui fait que je suis au plus près de ceux qui sont à distance ? Et puis plus largement, comment est-ce que le digital que j'ai dans ce lieu de travail, il permet de créer de la fraternité ? Et c'est paradoxal de dire ça, mais on en a quand même besoin. Comment est-ce qu'on va recréer du lien humain à l'ensemble des échelles de vie ?
Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question au début de l'émission, mais je vous la pose à la fin. Il y a une chanson qui dit « Il est où le bonheur, il est où ?» Mais c'est quoi le bonheur pour vous ? Pour moi... C'est quand même compliqué quand même. Hein, mais oui, parce qu'on serait 15 autour de la table, on aurait 15 définitions différentes. Oui, déjà là, on a un petit quelque chose tous les deux parce qu'on s'écoute. Moi, j'aime beaucoup venir chez vous parce que vous regardez vos notes, mais vous êtes d'abord en train d'écouter ce qui se passe. Donc, Barbara Fredrickson, elle dit une des composantes de l'épanouissement, elle dit c'est des micro-moments d'amour, c'est-à-dire un, véritable écoute. 2, résonance, c'est-à-dire ce qui se produit là m'affecte. Et troisièmement, émotion positive. Et c'est la plus grande scientifique mondiale que je connaisse sur le sujet du bonheur. Ouais, donc, et pour donner plus de crédit à la chose, l'OCDE le définit en 3 facettes, émotion, satisfaction et sens ou aspiration. Donc on peut arriver à appréhender un objet aussi intangible que le bonheur d'une manière qui est scientifique, bien que dialoguée avec les citoyens. Mais pour faire une paraphrase de ce que vous nous dites, si on le retranspose à la vie de l'entreprise, il faut que le manager ait la capacité de proposer des petits moments d'amour, c'est-à-dire d'écoute, de bienveillance et être traversé par ce que dit l'autre. Parce qu'une des grandes critiques des managers, c'est « il ne m'écoute pas, il ne me regarde pas, il ne me dit pas bonjour ». En fait, vous dites le bonheur, c'est ça, c'est simple comme un échange et une écoute attentive. Alors, c'est un morceau du bonheur. Oui, bien sûr. Je parle de l'entreprise, je ne parle pas du grand bonheur. Il y a quand même rémunération, formation, cadre de travail, management, gouvernance, toutes ces choses-là. C'est pas que de l'écoute. Non, mais ce qui permet de faire atterrir, d'incarner, de matérialiser ce potentiel, c'est un moment, une relation humaine dans laquelle la question n'est pas que t'en es où de tes échéances, mais comment ça va. Et le comment ça va, il ouvre la porte à parfois trop de choses, mais à la prise en compte de l'existence de l'être humain, tout autant de comment le soutenir pour qu'il performe au mieux, même si ça n'est pas la simple finalité. C'est ce que je voulais dire, mais sans non plus que le comment ça va soit une phrase toute faite, un peu apprise en formation pour ensuite attaquer directement, tiens, montre-moi ton planning. Enfin, parfois, il faut le faire avec une forme d'incarnation quand même, le comment ça va. Oui, je m'autorise à dire ça. Je suis d'accord, Arnaud. Moi, la manière dont j'essaie de le faire dans mon quotidien, c'est me demander si j'arrive à certains moments à mettre mes collaborateurs avant moi. C'est-à-dire me dire, tiens, j'ai pas juste des objectifs à atteindre, mais est-ce que là, je peux me préoccuper de leurs conditions avant la mienne. Et c'est pas si évident que ça, mais je pense que guidé par cette question, on peut être un manager serviteur. Repousser nos propres égoïsmes, quoi. Oui, ou en tout cas trouver l'équilibre juste entre sa préservation et celle de l'autre. Hein. Pour rappel, le masque à oxygène dans un avion, on se le met à soi d'abord, donc il faut être sorti. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais je vous le dirai quand ça m'arrivera. Oui, mais c'est ça j'ai vu l'émission qui précédait. Ne chargeons pas trop le sac des managers. Voilà. Vous rejoignez Pierre Delbé qui dit attendez, levez un peu la pédale sur le coup de marteau sur la tête des managers parce qu'ils sont pris évidemment entre plein de cymbales. Merci Alexandre pour cet échange riche, interactif qui nous a traversé. On a vécu un petit moment de bonheur, je ne sais pas comment on peut le dire. Fondateur, délégué général de la Fabrique Spinoza, avec ses travaux qu'on peut découvrir, je pense, sur le site de la Fabrique. Là, vous l'avez amené en papier. Santé positive avec tous les enjeux, évidemment, peut-être d'ailleurs post-Covid sur les troubles psychologiques qui traversent les salariés, sans parler de burn-out. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi pour parler du télétravail, un enjeu de recrutement, et on accueille Julien Morisson qui est notre invité aujourd'hui. Fenêtre sur l'emploi, on parle télétravail, on en parle beaucoup évidemment sur ce plateau à travers des études, des analyses. On va en parler avec Julien Morisson tout de suite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Julien, cofondateur du cabinet Chasseurs de Job. Exactement. Chasseurs de Job sont des agents qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Qui recherchent les jobs, exactement. Vraiment, on affine l'accompagnement. Et puis les années folles, ce sont là le volet influenceur. Exactement. On parle avec vous du télétravail, alors c'est un sujet central. C'est devenu un enjeu, pour ne pas dire l'enjeu de recrutement. Oui, alors je dirais que, ça fait un moment déjà qu'on se pose la question, mais je pense que vous n'êtes pas passé à côté d'un tweet qui a, à peu près il y a une semaine, 10 jours, d'un petit patron qui s'appelle de mémoire Elon Musk, qui a une entreprise en devenir, paraît-il, qui progresse, qui s'appelle Tesla, et qui a dit
que OK pour le télétravail, mais alors à la condition que les personnes, en tout cas les cadres, passent au moins 40 heures sur leur lieu de travail. Donc là, on s'est dit, alors qu'est-ce qui se passe? Elon sort de ce corps, hein, toi qui es moderne et frais. Et là, en plus, le pas a été emboîté par beaucoup de GAFAM, notamment Apple, notamment Amazon, qui disaient le télétravail, c'est non, et vous revenez sur votre lieu de travail. Mais en même temps, de nombreux salariés ont envoyé un message à Apple pour dire si vous faites ça, on part, on démissionne. Et donc finalement, ils se sont rendus compte que le télétravail, ça devenait plus quelque chose qu'on pouvait mettre comme ça un peu de côté, mais qu'il fallait vraiment en faire quelque chose, et qu'on parle de pénurie de talent. On parle désormais de candidats qui sont volatiles. Et donc oui, le télétravail, ça devient un vrai enjeu. J'ai pas vu la suite. Elon Musk a donné une suite à ce tweet, parce que 40 heures, on pouvait imaginer qu'il fallait travailler 80 heures par semaine. C'était ça. Non, mais après, il y a ce message-là quand même. En fait, le message, c'était de dire les ouvriers, ce qui n'était pas... En tout cas, il disait, les ouvriers, eux, n'ont pas l'alternative de travailler en télétravail. Et donc, naturellement, de manière à équilibrer, en termes d'équité, il faut que vous soyez au moins 40 heures. Et après, si vous voulez faire du télétravail, c'est OK, mais au moins passer 40 heures comme les ouvriers. C'était l'argumentaire tenu par Elon Musk. Mais ça, c'est quand même un sujet intéressant dont on ne parle pas assez, c'est la différence entre ceux qui sont en poste posté et qui n'ont pas possibilité de travailler à distance à la campagne et ceux qui... les fameux travaux pénibles. Les travaux pénibles. Concernant ce télétravail, presque la plupart, hormis ceux qui sont postés qu'on vient d'évoquer, l'ont testé ce télétravail. Oui, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que de nombreuses entreprises, finalement, pour essayer d'être attirantes, elles ont été amenées à retravailler leurs grilles. On parlait notamment de métiers pénibles. On sait que l'hôtellerie a dû retravailler les grilles de rémunération pour être attractives. On sait que certains ont revu leurs qualifications et puis certains ont mis en place le télétravail. Et les salariés, alors on va dire que essayer, c'est l'adopter. En tout cas, une partie significative des salariés qui ont essayé le télétravail ont du mal à faire machine arrière et disent, honnêtement, essayez quand même d'y réfléchir au moins un ou 2 jours par semaine. Et donc les entreprises sont amenées à avancer sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant à travers ce que vous nous dites, c'est aussi le panorama européen, voire même mondial, parce que là on commençait par les États-Unis où des très grosses entreprises commencent un peu à douter. Bon, le bras de fer, c'est fait avec les salariés. C'est en cours. C'est ce qu'on m'a dit. On est dedans. Ça se passe comment en France par rapport au reste de l'Europe? Alors, on n'a pas été pionnier. Ce ne serait pas vrai de dire qu'on a été pionnier en termes de télétravail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui est arrivée, qui a été conduite par OpinionWay il y a à peu près, qui est sortie en tout cas il y a 8-10 jours, et qui a posé la question à des dirigeants de dire est-ce que vous seriez d'accord pour que vos salariés soient en télétravail? Oui, OK. Et en télétravail de l'étranger. Et alors là, honnêtement, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit, mais ça, c'est sûr que c'est non. Et en fait, il y a un tiers d'entre eux qui dit ouais, effectivement, on n'est pas défavorable à ce que mes salariés travaillent d'Espagne, d'Italie, des États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que le patron de LinkedIn, qui a fait une interview sur le quotidien El País, ou l'hebdomadaire, je ne sais plus, quotidien, merci, en disant que pour lui, l'avenir était au télétravail et que ça ouvrait un potentiel de main-d'œuvre extrêmement important. Mais oui. Parce que si vous pouvez travailler à distance, naturellement, votre entreprise, elle peut aussi chasser des personnes qui sont... Le sourcing est large. Et immense. Sky is the limit, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est qu'il y a tout un panorama d'entreprises qui s'inscrivent dans cette veine-là. Notamment, on a Télétravel qui décide de proposer des packages à destination d'entreprises pour faciliter l'implantation. C'est-à-dire que votre salarié veut travailler à l'étranger, elle vous propose un package un peu clé en main, où vous allez même pouvoir suivre des cours de langue, trouver des nouveaux marchés. Donc ça devient un vrai business en soi. Et donc c'est vrai que ce type d'entreprise française va tendre à se développer dans les années à venir. Vous ne l'avez pas précisé, mais en France, en tout cas en France, on est dans un télétravail qui n'est pas le full remote, mais qui est un travail hybridé. Oui. Globalement, c'est la norme, hein, on est d'accord. Il y a très peu d'entreprises, il y en a, on les a reçues d'ailleurs, qui travaillent en full remote. La plupart sont sur 2 jours, 3 jours. Exactement. Soit parce que ça a été conduit par des accords collectifs et l'entreprise veut encore un peu avoir la main. Alors il y a quelques métiers où c'est vrai que ça devient compliqué, en tout cas tout ce qui concerne le développement, les développeurs. Il y a une telle pénurie de candidats que si quelqu'un vous dit écoutez, moi je veux travailler à Bordeaux, vous allez avoir peu d'alternatives. Mais ce sont des cas assez dérogatoires. Pour les autres métiers qui sont des fonctions support ou des fonctions opérationnelles, l'entreprise apprécie quand même que les salariés soient présents 2 à 3 jours et maintenant hors lundi et vendredi. Tout à l'heure, on parlait des congés payés sur les 30 jours, les 5 semaines. Il y a encore beaucoup d'entreprises, il faut le rappeler, qui sont à 30 jours, 5 semaines légales. Oui. J'ai le sentiment que c'est un peu la même chose en télétravail. Il y a les belles entreprises, les grands groupes qui ont signé des accords, tout se passe bien et la vie, j'allais dire, est belle. Et puis, il y a quand même TPE, PME qui, globalement, disent nous, c'est pas si simple. Mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant avec la période que nous traversons, c'est qu'on voit qu'on a un code du travail qui n'est pas du tout fait pour. On a quand même des 35 heures. Qu'est-ce que vous voulez contrôler, vous, en télétravail? C'est quand même excessivement compliqué, sauf à fliquer. Et vous avez une partie des salariés qui disent mais mettez pas de traceur. Donc, ça pose la question de l'agilité, l'adaptabilité. Illégal, hein. Illégal, ce qui est assez cohérent en termes de RGPD, mais quand même. Donc, on est dans un moment où il faut penser le mode organisationnel totalement
totalement différent. Et c'est vrai que quand vous êtes une TPE, une PME, mais ça peut vous permettre d'avoir aussi quelque chose d'un peu plus attractif. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés, notamment pour s'implanter dans les grandes villes qui coûtent cher lorsque vous avez besoin de bureaux. Bon, bien, essayez d'avoir peut-être 4 bureaux, mais qui vont tourner parce qu'il y a du flex office qui se développe, plutôt devoir louer des 300, 500 mètres carrés. Il faut le dire assez cash, l'entreprise, les grosses, réfléchissent aussi à reventiler leur lieu de travail, réduire leurs coûts, parce que c'est le deuxième coût après les salaires, quand même, les locations de bail. Complètement. Et elles réinventent aussi leurs espaces de travail. C'est le cas, j'ai cru voir d'Apple qui a investi plus d'1 milliard d'euros, c'est des montants toujours, à Londres, où l'immobilier est pas cher, c'est bien connu, et ils ont fait des étages où vous allez avoir des moments de détente, vous allez avoir des réunions, comme si c'était des moments presque d'événementiel. Donc on voit que, un peu comme les habitations ont pu évoluer durant un siècle, bien là, les espaces de bureaux sont aussi en train d'évoluer pour donner envie aux gens de venir. Parce que la difficulté, c'est de dire aux gens, revenez chez nous, en fait. On fait des trucs super. Oui, c'est vrai. Mais il y a ce débat d'attractivité. Aujourd'hui, quand il n'y a pas sur une fiche de poste télétravail, ça questionne. En général, le salarié jette, c'est ce qu'on lit. En tout cas, il va poser la question. Et ça devient... Alors, les points qu'on sent venir, c'est quelles sont les valeurs porteurs. Donc ça, c'est OK. Et il y a aussi la partie du télétravail, c'est-à-dire quelles sont les conditions que vous allez pouvoir mettre à ma disposition. Qu'est-ce que vous vendez autour du poste, quoi. Qu'est-ce que vous mettez autour du poste qui vont me donner envie de venir pousser la porte de votre entreprise. Et c'est vrai que les entreprises avaient peu l'habitude finalement de pouvoir communiquer sur ces aspects avec une posture haute en disant moi je m'appelle Bouygues, je m'appelle Vinci, vous allez venir chez moi. Ça c'est fini. Ben oui. On le voit le rapport de force Tesla, ou Apple. Oui. Les salariés disent écoutez, nous on s'en va, puis Apple va s'effondrer puisqu'en fait vous avez besoin de nous pour développer, faire avancer. Encore un petit peu de temps avant qu'Apple s'effondre, mais mais c'est tout à fait ça, c'est de dire l'avantage concurrentiel n'est plus là. Le fait de dire uniquement un non, ça va pas suffire. Ben non, ça suffit plus en fait, parce que vous avez le choix. Et dans un marché mondialisé, c'est aussi ça que dit le télé. Il faut pas l'oublier. Demain, je suis français, je peux travailler avec des personnes en Italie, je peux travailler avec des personnes au Burkina. C'est ça que ça veut dire. Et l'Afrique, n'oublions pas l'Afrique. Pas du tout. Avec beaucoup d'écoles au Sénégal. Ça se développe énormément des écoles de développement, bien sûr, très puissantes en Afrique. Merci Julien Morisson pour cet éclairage. On va suivre un peu cette saga Elon Musk qui disrupte beaucoup dans le cadre même du rachat de Twitter d'ailleurs, qui pose pas mal de sujets sur les comptes cachés. Julien Morisson, cofondateur du cabinet Chasseurs de Job et les années folles influenceurs. Merci de nous avoir rendu visite avec vos jolis bleus de chauffe. On parlait évidemment des ouvriers postés. Évidemment, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily. Merci à vous pour votre accueil et votre fidélité. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.